En 1915, un banquier américain a financé les deux camps d'une même guerre. Personne n'en a parlé pendant 50 ans. Ce n'est pas une théorie, c'est un modèle. Et il fonctionne encore aujourd'hui. Vous pensez que les guerres commencent par des idéologies, des frontières, des alliances brisées, mais avant le premier coup de feu, il y a toujours un virement bancaire. Et ce virement ne vient jamais d'un seul pays. 1914. La Grande Guerre éclate. Les gouvernements européens manquent d'argent en 3 mois. Les usines tournent, les soldats meurent, mais les coffres sont vides. Alors quelqu'un doit payer. Qui ? JP Morgan et compagnie, banque américaine. Elle prête à la France, à la Russie, à la Grande-Bretagne, des milliards en dollars de l'époque. Mais Morgan ne prête pas par patriotisme. Morgan prête parce que la guerre génère des intérêts. Plus la guerre dure, plus les intérêts augmentent. Et voici la fissure dans la version officielle. Morgan a aussi des liens commerciaux avec des entreprises allemandes via des filiales suisses. L'argent circule des deux côtés. Pas directement, jamais directement. Mais les circuits bancaires internationaux sont opaques. Les historiens officiels disent que Morgan a financé uniquement les Alliés. Les archives bancaires suisses, elles, restent scellées. Pourquoi un système financier permettrait-il qu'une guerre dure 4 ans et tue 20 millions de personnes ? Parce que la paix ne rapporte rien. La reconstruction ? Oui. Mais la guerre elle-même est une machine à dette. Avancée de 20 ans. 1939. Nouveau conflit. Même schéma. L'Allemagne nazie a besoin de pétrole, d'acier, de caoutchouc, elle ne peut pas tout produire, alors elle achète. À qui ? Standard Oil, filiale américaine. IG Farben, conglomérat allemand, a des participations croisées avec des entreprises américaines. Ford construit des camions pour la Wehrmacht via ses usines en France occupée. IBM fournit les machines à cartes perforées pour recenser les populations. Tout est documenté. Rien n'a été jugé. Après la guerre, certains dirigeants d'IG Farben sont condamnés à Nuremberg. Mais les banques qui ont financé IG Farben, intouchées. Les circuits restent en place. Parce que ce ne sont pas des circuits criminels, ce sont des circuits légaux. C'est ça la vraie violence du système. Vous commencez à voir le motif. Chaque guerre moderne a besoin de 3 choses. Des armes, de la logistique et du crédit. Les armes se fabriquent. La logistique s'organise. Mais le crédit traverse les frontières. Il ignore les drapeaux. Il ne connaît qu'un langage. Le rendement. 1991. Guerre du Golfe. L'Irak envahit le Koweït. Les États-Unis interviennent. Coût estimé. 60 milliards de dollars. Qui paie ? Pas uniquement les contribuables américains. L'Arabie Saoudite finance 36 milliards. Le Koweït 6 milliards. L'Allemagne et le Japon contribuent aussi. Pourquoi des pays non belligérants financent-ils une guerre américaine ? Parce que la guerre protège leurs intérêts pétroliers. Mais surtout, elle crée une dette géopolitique. Après la guerre, les contrats d'armement explosent. Boeing, Lockheed Martin, Raytheon signent des accords de plusieurs décennies avec les monarchies du Golfe. La guerre ne coûte pas. Elle investit. Et voici ce qu'on ne dit jamais. Une partie de cet argent revient vers les États-Unis sous forme d'achat de bons du Trésor américain. Les pétrodollars financent la dette américaine. La dette américaine finance l'armée. L'armée protège les routes pétrolières. Le cercle est parfait. Mais attendez. Si ce système existe depuis un siècle, pourquoi personne ne le casse ? Parce qu'il est trop rentable. Et parce que ceux qui pourraient le casser en font partie. 2003. Invasion de l'Irak. Motif officiel. Armes de destruction massive. Motif réel débattu pendant 20 ans. Mais un détail passe inaperçu. Avant l'invasion, plusieurs grandes banques internationales ont des positions massives sur les contrats à terme de pétrole. Le prix du baril explose. Les profits aussi. Coïncidence ? Peut être. Mais en finance, les coïncidences n'existent pas. Il y a des informations, et ceux qui y ont accès avant les autres. Certains analystes ont remarqué des mouvements de capitaux inhabituels 3 semaines avant l'invasion. Des transferts depuis des fonds souverains vers des comptes offshore. Des achats d'options sur les entreprises de reconstruction. Halliburton, KBR, Bechtel, leurs actions grimpent avant même que les bombes tombent. Est-ce illégal ? Non. C'est de l'anticipation de marché. Mais ça pose une question simple. Si des investisseurs peuvent anticiper une guerre, c'est que quelqu'un leur a dit qu'elle aurait lieu. Et si quelqu'un le savait, c'est qu'elle était déjà décidée bien avant le vote au Congrès. La guerre n'est plus un événement. C'est un produit financier. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ukraine, 2022. Invasion russe. L'Occident envoie des armes. Des milliards en équipement militaire. Qui fabrique ces armes ? Les mêmes entreprises qu'en Irak, qu'en Afghanistan. Leurs actions explosent en février 2022. Northrop Grumman prend 40% en 3 mois. Lockheed Martin, 30%. Qui finance cet envoi d'armes ? Les États membres de l'OTAN votent des budgets d'urgence.
Ils empruntent sur les marchés. À qui? Aux mêmes institutions financières qui détiennent des participations dans les entreprises d'armement. Vous voyez le circuit? L'État emprunte pour acheter des armes. Les banques prêtent et touchent des intérêts. Les entreprises vendent et font des profits. Les investisseurs possèdent des actions dans les banques et les entreprises. Tout le monde gagne. Sauf ceux qui meurent. Mais ce n'est pas tout. Regardez les annonces. En 2023, plusieurs pays européens annoncent une hausse massive de leur budget de défense. L'Allemagne double le sien. La Pologne aussi. La France augmente de 40 milliards sur 6 ans. Pourquoi maintenant? Officiellement, la menace russe. Mais ces budgets étaient déjà en discussion avant 2022. Les lobbies de la défense travaillaient depuis des années pour les faire passer. La guerre en Ukraine a juste fourni le contexte politique parfait. Et voici la partie que personne ne dit. Ces budgets ne financent pas uniquement des armes pour l'Ukraine. Ils restructurent toute l'industrie militaire européenne pour les 30 prochaines années. Nouveaux chasseurs, nouveaux sous-marins, nouveaux systèmes de défense antimissiles. Des contrats sur plusieurs décennies. Une guerre de 2 ans finance une économie militaire de 30 ans. C'est ça, le vrai retour sur investissement. Mais il y a un autre acteur. Un acteur qu'on oublie toujours. Les fonds d'investissement. BlackRock, Vanguard, State Street. Ces 3 entreprises détiennent des parts dans presque toutes les grandes entreprises de défense occidentales. Elles possèdent aussi des parts dans les banques qui prêtent aux États. Elles sont partout. BlackRock gère 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de tous les pays d'Afrique réunis. Quand une guerre éclate, BlackRock ne perd jamais. Parce que il possède des morceaux de chaque partie de la chaîne. Ce n'est pas une accusation. C'est une structure. Le système financier moderne est conçu pour que les grandes institutions ne puissent pas perdre lors d'un conflit majeur. Parce qu'elles possèdent les 2 camps, pas les gouvernements. Les chaînes de valeur. Vous pensez que c'est un problème de corruption? Non. La corruption, c'est quand quelqu'un enfreint les règles. Ici, personne n'enfreint rien. Les règles ont été écrites pour que ce système fonctionne légalement. Les guerres modernes ne sont pas financées par des nations. Elles sont financées par un écosystème transnational où la dette publique, les contrats privés et les marchés financiers s'entrelacent. Un État ne peut plus faire la guerre seul. Il doit emprunter. Et celui qui prête dicte les conditions. Regardez, l'Afghanistan. 20 ans de guerre. 2000 milliards de dollars dépensés par les États-Unis. Où est passé cet argent? Dans les infrastructures afghanes? Non. 80% sont revenus dans l'économie américaine sous forme de contrats militaires et logistiques. L'argent est parti, puis il est revenu. Mais il est revenu dans d'autres poches. Résultat, les contribuables américains ont payé. Les entreprises ont encaissé. L'Afghanistan est retombé aux mains des talibans. Et les mêmes entreprises vendent maintenant du matériel à d'autres pays pour contrer la menace terroriste afghane. La guerre crée le problème. Le problème justifie les contrats. Les contrats créent les profits. Les profits financent les lobbies. Les lobbies influencent les décisions. Et le cycle recommence. Ce n'est pas une conspiration. C'est une mécanique. Et elle est documentée dans chaque rapport financier, chaque bilan d'entreprise, chaque vote budgétaire. Alors voici la vraie question. Si ce système existe, s'il est légal, s'il est documenté, pourquoi personne ne le change? Parce que pour le changer, il faudrait que les États refusent d'emprunter pour faire la guerre. Mais refuser d'emprunter, c'est refuser d'intervenir. Et refuser d'intervenir, pour un État moderne, c'est perdre de l'influence géopolitique. Aucun gouvernement ne peut se le permettre. Donc la machine continue. Chaque conflit enrichit les mêmes acteurs. Chaque cessez-le-feu prépare le prochain contrat. Chaque discours de paix est suivi d'une annonce d'augmentation budgétaire. Et vous, pendant ce temps, vous regardez les informations. On vous parle de bons et de méchants, de démocratie et d'autoritarisme, de valeurs et de menaces. Mais on ne vous parle jamais des virements. On ne vous montre jamais les circuits. Parce que si vous les voyez, vous comprendriez que la guerre n'est pas une tragédie. C'est un business model. Aujourd'hui, en ce moment, des analystes financiers étudient les zones de tension mondiales. Taïwan, mer de Chine, Sahel, Moyen-Orient. Ils ne se demandent pas si une guerre va éclater. Ils se demandent quand et comment positionner leur portefeuille. Ce n'est pas cynique. C'est rationnel. Dans un système où la guerre génère des rendements prévisibles, ne pas investir serait une faute professionnelle. Alors la prochaine fois qu'un conflit éclate, ne demandez pas seulement qui attaque et pourquoi. Demandez qui a prêté l'argent, qui vend les armes, qui détient les actions, et surtout qui gagne quand ça dure. Parce que la guerre moderne n'est pas financée par des ennemis. Elle est financée par un système qui a besoin qu'il y ait toujours un ennemi. Si cette vidéo vous a fait voir les guerres modernes autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.